aux archives de base du musée de Saint-Palais, où se trouvent donc les traces de l'émigration, les registres de Guillaume Afessa. On a cette lettre par laquelle il reçoit des bonnets, des ceintures pour envoyer aux colons basques béarnais qui sont installés en Argentine. Les colons et les émigrants, lorsqu'ils arrivent, bien souvent s'entassent, lorsqu'ils n'ont pas de famille pour les accueillir, s'entassent dans ce qu'on appelle des conventillos, dans une seule pièce, beaucoup de personnes d'une même famille ou de plusieurs familles. On vient aux archives retrouvées par Paul Mosquet au moment de refaire la toiture de sa maison, donc à Luc de Béarn. Paul Mosquet, qui est ici, a retrouvé des lettres en vrac. Impossible de savoir de qui, enfin il a fallu dépouiller toutes les lettres. Les lettres étaient écrites par trois sœurs, Dorothée, Louise et Eulalie. La plupart des lettres étaient envoyées à la quatrième sœur ou aux parents. La quatrième sœur, c'est la sœur aînée, Marie-Annette, qui est restée avec les parents. Luc de Béarn, pour situer un petit peu, la population en 1848 était de 2400 habitants. En 1900, c'est le dépeuplement. On est à 1800 habitants et aujourd'hui 1000 habitants avec cette photo que j'ai prise à l'occasion et qui est expressive de la situation. En été, les descendants viennent un peu et en hiver, je pense qu'il y a encore moins de monde. La photo à côté représente la ferme de la famille Mondori qui est identique aujourd'hui avec la famille qui pose avant que les filles partent. À bord de ces transatlantiques de la compagnie des messageries maritimes comme le Magellan. Les lettres, chaque fois, donnent le lieu de départ, d'où sont écrites les lettres. Et en fait, ces lettres sont écrites, quand on est sur place, on commence à voir la géographie beaucoup mieux qu'à distance. Donc, les filles changent de ville, les familles vont d'une ville à l'autre, sur la ligne des chemins de fer qui est construite. Beaucoup d'émigrants, et c'est le cas de la première lettre, d'une des premières lettres de Dorothée, elle est à Roche, aujourd'hui au beau milieu de la Pampa. Ça doit faire peut-être, c'est à 200 km de Buenos Aires, mais les routes, autant en Argentine, les aéroports ont été favorisés, le train a été favorisé au 19e et 20e siècle, mais aujourd'hui, les routes sont des routes départementales, sauf la route, par exemple, qui va de Buenos Aires à Mar del Plata, parce que Mar del Plata, c'est la grande station balnéaire de Buenos Aires. Et sinon, les routes sont vraiment ce sont non nationales converties en départementales. Donc, les lettres sont envoyées de Chascomús, de Monasterio, que vous voyez tout en haut, de Dolores, de Guido, de Santo Domingo, Juancho, et pour finir à Mar del Plata, ou Maipú et Guido. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver cette carte parce que j'avais tout le travail qui était fait pour vous montrer ces endroits, alors qu'il y a 3 ans, quand on a commencé, on ne savait pas du tout où étaient ces endroits. Et même jusqu'à aller sur place et prendre l'autoroute, le car pour aller de Buenos Aires à Mar del Plata. Là, j'ai vu tous ces endroits et effectivement c'est très logique, c'est la même route, ça pose aucun problème. Une fois qu'on est sur place, c'est beaucoup plus simple que de chercher par internet où ça se trouve. Dorothée Mondori s'en va avec des voisins en 1889. Elle prend la place d'une
des sœurs qui devaient partir de Luc parce que l'une des trois de la fratrie, d'une fratrie, se désiste et elle a envie d'aller voir ailleurs. On voit dans cette première lettre l'hésitation dans l'écriture. D'une part, il peut y avoir une difficulté à écrire parce qu'on est à bord du bateau. Et puis aussi parce que l'apprentissage de l'écriture, elle remonte à l'école primaire. Dorothée Monori hésite même, comme vous le voyez, au moment de signer. On a cette rature sur son nom. Et à mon sens, heureusement qu'il y avait l'école primaire où on avait appris à écrire des lettres. Ça faisait partie des exercices de rédaction. Tu écris une lettre à ton oncle, etc. Donc je pense que c'est le point de départ pour cette expérience de nombreux migrants au moment de reprendre le lien, le contact avec la famille. Et au fil des années, l'écriture devient plus sûre. C'est ce qu'on voit avec cette autre lettre de septembre 1906. Le pays d'immigration est flou. C'est ce qui apparaît aussi dans les lettres de Dorothée Monori. Elle est arrivée à Buenos Aires, mais ensuite, dans toutes les lettres, elle écrit qu'elle est à l'Amérique. Et comme un latino-américain qui arrive, il arrive en Europe. La conscientisation, ce qu'on peut dire, c'est une fois sur place qu'on remonte où on est, mais on remonte surtout où on est à Rauch, où on est à Monasterio, et puis le continent. Il est essentiel, en revanche, de bien écrire l'adresse pour les parents, pour qu'ils recopient, parce que sinon la lettre, elle va se perdre. Donc c'est la partie la plus lisible des lettres, comme ici, Hôtel La Paz, Rauch, Buenos Aires, ou bien écrivez-moi à Pedro Samique, Villa de Guido, la voie ferrée de Guido a Juancho, Station Santo Domingo. Je vous prie, regardez bien, jamais vous ne faites bien comment il faut écrire. Et ça, on l'a tous vécu, je le dis de l'intérieur, quand on lit une adresse étrangère, on ne sait jamais comment il faut l'écrire. Parce que chaque pays, chaque norme postale est différente. Dans l'immigration, on perd les repères temporels. C'est ce qu'on observe avec cette lettre, avec l'hésitation, avec le changement de siècle. Elle est partie en 1899, et pour la première fois, elle écrit 1900. D'autres fois, elle hésite, elle se trompe entre 1903 et on est encore au 19e siècle, donc on a pris 1893. Non, mais elle est partie en 1899. La durée de la navigation est de 3 semaines. Entre deux lettres, il peut y avoir 2 à 6 mois si les lettres arrivent à bon port. Un des amis de la famille, un de ces jeunes qui sont partis, écrit à la sœur aînée pour essayer de la convaincre de partir. Il lui dit, donc, elle est couturière, pour vous mettre à l'esclavage, vous aurez toujours le temps. Ce que je regrette, c'est que vous allez passer votre jeunesse et votre vieillesse en travaillant et sans recourir pour parcourir un peu le monde, toujours avec votre aiguille et votre fil, toujours travailler, toujours pauvre, pour voir quelque chose de beau et de joli, et il ne faut pas rester dans le pays. Dorothée est heureuse d'être partie, elle écrit à maintes reprises, vu l'insistance et elle n'a personne pour l'obliger à le dire, on peut penser que c'est sincère. Je n'ai aucun regret d'être partie, je me porte très bien. Nous n'avons jamais pas eu aucun regret d'être partis. Dans les lettres, elle insiste aussi sur le fait qu'elle gagne très bien par rapport à chez elle, où elle gagnait rien du tout. Et elle peut envoyer, bien sûr, de l'argent à la famille, puisque le départ, c'est pour envoyer de l'argent à la famille. Elle apprend coudre, broder, marquer, repasser, cuisiner, en plus de servir à la table, d'arranger les chambres, de balayer. Elle est au service très vite de son oncle, Jean Placé, qui est propriétaire d'une estancia, d'un domaine à Monasterio.
Pendant des années, Dorothée affirme cette indépendance. Elle avait reçu au moment de son arrivée une lettre d'un amoureux, voilà, Pierre Perresobe, qui voudrait qu'elle aille le rejoindre. C'est peut-être pour cela qu'elle a embarqué. Mais une fois arrivée à Buenos Aires, elle a suivi sa propre route. Et quand il insiste pour qu'elle lui donne des nouvelles, elle fait la sourde oreille, elle écrit à ses parents pour leur demander qu'est-ce qu'elle doit répondre. Et quand il se présente à Rauch, il ne la trouve pas, personne ne peut lui donner des nouvelles, elle s'est évanouie dans la nature. Sur les conseils de son oncle, une fois que la sœur aînée est mariée, Dorothée épouse un compatriote du même de Luc, Jean-Pierre Saint-Miqueux. La noce a lieu pour la Saint-Jacques, le 25 juillet 1906. Le marié, qui est plus âgé, qui a peut-être 7 ou 8 ans de plus, envoie de l'argent pour que les deux familles fêtent ensemble à Luc, comme eux en Argentine, cette alliance matrimoniale. La situation économique est bonne. Il a un troupeau de 1500 brebis. Il sait faire beaucoup de choses. Il sait travailler le bois. Les jeunes mariés peuvent faire partir en lune de miel à Buenos Aires et puis aussi à Tandil. C'est donc le début d'une nouvelle vie. Après 5 années célibataire, le mariage. Une des sœurs va être appelée à rejoindre Dorothée, ce sera Louise, puis ensuite Eulalie. Dans une des lettres de 1907, donc juste avant la maternité, Dorothée exprime l'espérance du couple de revenir à Oloron acheter une jolie maison. La sœur cadette, Louise, arrive à Buenos Aires au moment où la naissance a lieu. Elle écrit ceci: « Je me plais beaucoup dans ce pays parce qu'il est très joli. Nous sommes à l'été, puisque c'est l'été austral. Mais il ne faut pas se marier pour souffrir, pour perdre la vie. » L'année suivante, Dorothée a une nouvelle fille, puis un fils en octobre 1909. À ce moment-là, les enfants sont baptisés. Ceci, c'était les recherches qu'avaient fait les étudiants. Les enfants sont baptisés à Tandil et ils sont baptisés avec les 2 patronymes à l'usage espagnol ou hérité de l'Espagne, c'est-à-dire le nom du père, Saint-Miqueux, mais c'était interprété comme saint. Et la mère, Mondo, ça devenait Saint Mondo. Des fois, toutes ces difficultés, de Saint-Miqueux, on passe à Saint Mondo. Toutes ces difficultés pour retrouver les traces des ancêtres. Depuis la Pampa, depuis ces stations de gare, la correspondance est relativement régulière et chaque fois que la famille peut, ils vont chez le photographe pour envoyer une photo avec des nouvelles au dos de la photo. C'est le cas de cette très belle photographie avec les 3 enfants de Dorothée Mondo-Ory, les 3 aînés. Dans les lettres, on apprend tout ce qu'elle essaie de faire partager à sa famille. Elle envoie des petits bouts de tissu, des échantillons, des graines de fleurs, de pastèques, de melons. Dans l'autre sens, on lui envoie des médailles. Dorothée renseigne au début la famille sur les coutumes qui la surprennent, le carnaval où on se jette beaucoup d'eau, parce que c'est l'été là-bas, la coutume du maté, et puis ensuite les informations sur la température, sur le climat. Il n'y a rien de politique et pas d'informations religieuses aussi. Les lettres concernent essentiellement les grands rassemblements à l'occasion de noces, de baptême, de communion. Vous avez ici l'exemple d'une lettre, j'arrive à la fin pratiquement du diaporama, donc une lettre de 1915 envoyée par Marie-Louise Mondo-Ory, la sœur cadette, depuis René Laguido, donc c'est les 2, le recto et le verso, et tout est écrit. Et grâce aujourd'hui à l'informatique, on peut retourner la lettre et tout transcrire et ne pas endommager le papier qui était un bien
très précieux à l'époque, ce dont on ne se rend pas compte aujourd'hui. Le mari de Dorothée décède le 31 décembre 1922, donc elle se retrouve veuve avec 10 enfants à charge. La solidarité perdure, même si l'époux, grâce aux deux sœurs qui sont arrivées, l'époux de Marie-Louise est un basque ou un navarrais, suivant l'information varie suivant les lettres, il s'appelle Francisco Mandiola. Et Marie-Louise explique qu'il ne sait pas parler le béarnais, mais il comprend le français. La famille de Marie-Louise s'est aussi agrandie, et chez Marie-Louise, les affaires ont été plus prospères, puisqu'elle emporte 5 domestiques, ils ont une voiture. Elle voudrait apprendre à écrire en français à ses enfants, mais elle-même écrit qu'elle oublie peu à peu le français, parce qu'autour d'elle, on parle espagnol et basque. Eulalie, la troisième sœur, la Benjamine, est arrivée un an après Marie-Louise, en 1909. Elle écrit à un habitant de Luc et elle souhaite qu'il la rejoigne. Il s'appelle Jean-Baptiste. Mais elle pose une condition dans la lettre. Moi, je ne revenais pas en France. Elle écrit à nouveau et en fait, lui ne quitte pas Luc. Donc la lettre reste sans effet. Eulalie se consacrera à la famille nombreuse de sa sœur Dorothée. Dans les années 20, on a une cousine aussi qui part de France et qui va à Buenos Aires, qui rend visite à la famille dans la Pampa, Marie Horry. Marie-Louise et son mari ont le projet d'aller au pays pour connaître la famille des deux côtés de la frontière, mais c'est là qu'on a des rares informations sur la situation politique, puisqu'il apparaît que dans la lettre, il y a des grèves, la navigation est arrêtée un moment, et tout est très cher, parce que tout vient de France, d'Angleterre et Nord-Amérique. La dernière lettre conservée par la famille Mousquet date de mars 1982, à ma connaissance, mais peut-être que d'autres lettres ont été trouvées depuis. Elle est écrite en espagnol par Josefa Mendiola de Arvide, une fille de Marie-Louise, pour avoir des nouvelles. Les lettres précédentes dataient de 1974, entre-temps on a eu la dictature aussi, ce qui a pu arrêter, suspendre la communication. Eulalie est alors âgée de 90 ans et dans la lettre il apparaît qu'elle rit, elle dit des plaisanteries et elle chante en français la Marseillaise. La musique est ce qui reste à la fin. Pour conclure, les ultimes souvenirs restent figés, la Marseillaise, comme des traces de fidélité au sol natal. L'extrême éloignement a pris le dessus. La culture du pays d'accueil, dans ce cas-là l'Argentine, a permis l'intégration d'un pays qui fête les immigrants une fois par an, le 4 septembre, depuis un décret promulgué par le général Péjon en 1949, célébrant l'ouverture aux étrangers de toutes les nations et leurs familles souhaitant fixer leur domicile dans le territoire national. Alors je vous rappelle l'exposition ici, cette exposition que nous devons à toute l'équipe de l'Association pour la mémoire de l'immigration, avec en particulier Lily Casassu qui a organisé cette conférence, son équipe, Pierre Castillou, Régine Péot, le Bureau de l'âme. Moi je remercie aussi les personnes qui m'ont passé leurs archives, donc Paul Mousquet, Marcel Lousteau, Santiago Arca. Je remercie la médiathèque ici de André Labarère qui a permis cet échange, qui permet cet échange. Vous voyez ce très bel article de la République des Pyrénées et l'entretien avec Lily Casassu. Quelques pistes bibliographiques. Alors l'association pour la mémoire de l'immigration, elle a un site Google, vous voyez ici. Sur ce site, on a les sommaires de la revue Partir.
Le projet que j'ai coordonné et qui arrive à la fin, pour lequel je me consacre désormais à l'écriture, a aussi un site, c'est le projet Emila. J'ai trouvé aussi beaucoup d'informations sur les sites comme le site La mémoire du canton de Lagor, le cercle historique de la Ribère, le site Émigration 64, Gène Francesa, Généoweb, les travaux de l'historien argentin Hernán Otero et les 2 ouvrages que j'ai publiés à Caen qui peuvent aussi vous intéresser. Merci.